Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'unboxing. Aujourd'hui on s'attaque à du très lourd puisque l'on va découvrir ensemble la boîte Playmobil la plus chère sortie à ce jour. Il s'agit de la référence 70 548, l'USS Enterprise de la célèbre série Star Trek, sortie en 2021 au prix de 499 €. Et pour une fois je vais commencer par vous parler du packaging car il est un peu différent. La boîte possède en effet un abattant exactement comme les grandes boîtes de Lego à l'ancienne. On peut ainsi en découvrir davantage sur le contenu de la boîte, le tout avec un design hyper original et surprenant pour un set Playmo. En même temps, il faut bien mettre ce produit d'exception en valeur. On retrouve même une petite présentation des personnages inclus, avec notamment des fenêtres pour en apercevoir 4. Un beau casting en tout cas, on y reviendra. Mais d'abord, on va bien évidemment se lancer dans l'assemblage de notre super vaisseau et on a du boulot. La boîte contient en effet 148 pièces, ce qui peut paraître peu, mais l'engin fait quand même plus d'1 mètre de long. C'est énorme! S'il y a seulement 148 pièces, c'est parce que le vaisseau vient en gros morceaux, contrairement à une maison par exemple. C'est tout d'abord une question de logique étant donné sa structure et sa forme, et cela permet d'avoir une construction plus solide, et puis aussi particulièrement esthétique une fois assemblée. Car disons-le franchement, l'objectif de Playmobil avec ce produit est clairement de concurrencer les traditionnelles maquettes. Et oui, c'est qu'on a de l'ambition chez Playmobil. Bon, vous allez me dire, ok, mais 148 pièces, le montage ça va aller super vite. Eh bien, que nenni Charles-Henri, cette boîte est un vrai défi du côté des autocollants et je peux vous dire qu'il y en a un bon milliard. Bon, j'exagère, mais je vous assure qu'il y en a énormément et vu le prix, on a vraiment envie que ce soit super bien posé pour avoir la meilleure finition possible. Surtout que bon, les autocollants Playmobil sont vraiment conçus pour rentrer pile poil dans l'emplacement qui leur est réservé, donc faut pas trop déconner, hein. Vous voyez, je suis encore en train d'en coller et il m'en reste un bon paquet. Allez, j'installe encore une rangée d'écrans et je place ensuite tout ça dans ma grosse marmite. Oui, comme vous le voyez, le vaisseau est énorme et il faut donc prévoir de la place quand on veut l'assembler. Et quand on a fini avec les autocollants d'un côté, il faut continuer de l'autre. Certains motifs extérieurs du vaisseau sont directement imprimés sur la coque, mais d'autres doivent être ajoutés avec des stickers. Bon, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça en tout cas. Pendant que je continue sur ma lancée, je vais quand même revenir 2 secondes sur Star Trek. Bah oui, c'est une nouvelle licence chez Playmobil et c'est un choix plutôt surprenant au premier abord. C'est évident qu'avec ce set, Playmo veut parler aux adultes collectionneurs et non pas aux enfants qui ne connaissent pas la série originale qui date quand même des années 60. Le choix de Star Trek est certainement dû au succès des gammes Ghostbusters et Retour vers le futur qui ont su elles aussi capter un public de geeks. Alors oui, Playmobil restera un jouet, bien évidemment, mais on verra peut-être à l'avenir une offre plus variée. Bon, sinon, vous voyez, pour la solidité, j'ai même dû donner un petit coup de vis, pas pratique d'ailleurs, car le toit se trouve juste au-dessus, et visser avec un tournevis incliné, c'est pas la meilleure idée. Pour le reste, j'ai été assez surpris de retrouver des connecteurs du système X dans ce set, comme quoi cette bonne vieille méthode de construction n'a pas encore dit son dernier mot et nous emmène même jusque dans l'espace. Et j'ai d'ailleurs été aussi surpris du nombre d'éléments électroniques car oui, le vaisseau s'allume et produit plein de sons tirés de la série. Je vous ferai bien sûr une démonstration ultra complète plus tard dans cette vidéo. Je finis de galérer sur l'assemblage de cette structure en V et je passe au compartiment des piles. Parce que oui, le spectacle son et lumière, ça ne se fait pas tout seul, hein. Le compartiment reste heureusement assez accessible une fois la construction terminée, mais il y a surtout une alternative aux piles. Je laisse la surprise pour le moment, on va voir ça après. Toujours est-il qu'il y a de longs câbles au sein de la structure qui servent justement à acheminer l'énergie dans le vaisseau. L'ensemble est quand même assez bien ficelé pour que ce ne soit pas trop difficile à monter malgré tout. Ah voilà, encore des stickers vous allez me dire. Eh bien figurez-vous que l'on trouve également pas mal d'autocollants lenticulaires, c'est-à-dire dont le dessin change selon l'angle. On a ainsi la porte de la salle principale du vaisseau qui donne l'illusion de s'ouvrir ou encore l'écran géant sur lequel on peut voir un vaisseau s'approcher. Installons maintenant les réacteurs pour que le vaisseau puisse se propulser à des vitesses faramineuses.
On ajoute également quelques stickers de plus sur le toit de la soucoupe et l'on va pouvoir considérer ce vaisseau comme terminé. Ne reste alors que les accessoires, à commencer par une petite plaque de présentation du plus bel effet, les 7 personnages à équiper, ainsi que les sièges qui sentent bon le design des années 60. Sans oublier les tribules, ces drôles de bestioles poilues. Avec tout ça, on est maintenant prêt pour un voyage dans l'espace et le temps. Et voilà mon Enterprise. Alors, vous en pensez quoi? Ça en jette, non? Le vaisseau est vraiment immense, il fait 1 mètre de long. Et franchement, quand on le voit, eh bien on a du mal à se dire que c'est un Playmobil. La finition est vraiment au poil et c'est un très bel objet de collection et d'exposition. On oublie vraiment le côté jouet cette fois-ci. Allez, avant de découvrir plus en détail l'Enterprise, je vous propose de faire connaissance avec notre équipage. 7 clickies sont donc fournis dans la boîte, 6 hommes et une femme. On commence tout d'abord avec Sulu, le pilote de l'Enterprise, qui sait également manier les armes avec efficacité. Voici ensuite Scotty, Montgomery Scott de son nom complet, l'ingénieur en chef du vaisseau. Quand il faut réparer, c'est sur lui qu'il faut compter. Et là, je ne vous le présente pas, c'est bien évidemment le célèbre Spock. Cet officier scientifique est mi-humain, mi-vulcain, ce qui lui confère quelques caractéristiques originales comme le tracé de ses sourcils ou encore ses oreilles. Une grande première pour une figurine Playmobil. Bon, rassurez-vous, ça ne veut pas dire que les prochains Playmo auront des oreilles. En revanche, ça peut être sympa de réutiliser le moule pour faire des elfes. On salue ensuite l'intrépide capitaine Kirk, le plus jeune capitaine de l'histoire de Starfleet, l'organisation chargée de l'exploration et de la défense de l'espace. Et voici le lieutenant Nyota Uhura, officier chargé des communications, d'où le petit micro. Il s'agit du premier rôle principal tenu par une femme afro-américaine dans une série américaine. Chapeau. J'adore son maquillage jaune autour des yeux, je trouve que ça fait vraiment trop joli. N'oublions pas le docteur McCoy, le médecin de l'Enterprise, qui aime bien se prendre la tête avec son ami Spock. Et enfin, Pavel Tchekhov, le navigateur d'origine russe. J'adore sa coupe de cheveux et on peut dire qu'ils ne l'ont pas raté au niveau des sourcils. Voilà, donc notre équipage est au grand complet. Bon, ça aurait été bien de sortir un autre personnage féminin quand même, comme Janice Rand ou l'infirmière Chapel. Mais dans l'ensemble, je trouve quand même les figurines très fidèles, avec un coup de cœur évident pour Spock. Bon, maintenant, soyons sérieux, il est temps de se pencher sur ce fameux Enterprise. Regardez, franchement, quand je vous disais qu'on oublie presque que c'est un Playmobil. Bon, pas de risque d'oublier de quel vaisseau il s'agit, son nom complet est écrit en gros sur la soucoupe. Celle-ci est également équipée d'un petit hublot, c'est mignon, on a l'impression qu'on peut lever la tête pour regarder les étoiles quand on est à l'intérieur. Les détails importants sont là, avec par exemple la grande antenne qui permet de scanner les environs et d'utiliser le bouclier déflecteur pour repousser les obstacles. Vous remarquez au passage que le vaisseau est plutôt bien décoré, comme on peut le voir sur la coque secondaire qui abrite la salle des machines que l'on va découvrir par la suite. Et bien sûr, que serait un vaisseau spatial sans système de propulsion? Dans Star Trek, pour voyager à des vitesses incroyables, on utilise un moteur de distorsion qui altère l'espace autour du vaisseau. Ces 2 nacelles servent donc à opérer la distorsion. C'est bon pour l'extérieur, je vous invite donc à découvrir l'intérieur, à commencer par le pont principal, tout simplement en retirant le toit de la soucoupe. Comme ce dernier n'est pas enclenché, on peut donc le retirer facilement. Voilà là où tout se passe, c'est la salle des commandes où se réunissent souvent les personnages principaux. On voit que c'est blindé d'écrans, il faut savoir où regarder. Le poste de pilotage se trouve évidemment sur ce pont principal et c'est donc là que se réunissent le capitaine Kirk, Sulu et Tchekhov, qui sont d'ailleurs tous les 3 vêtus de jaune. Comme ça, on sait qui pilote. A noter que le capitaine a la chance d'avoir un siège qui se tourne en plus d'avoir un siège qui est probablement bien plus confortable que les autres. C'est le privilège du chef. Devant, l'écran lenticulaire affiche un autre vaisseau qui donne l'impression de s'approcher quand on bouge la tête, tandis que l'on trouve une petite trappe de rangement bien pratique pour entreposer les différents accessoires, que ce soit des pistolets ou des outils de communication. En parlant d'outils, je vous laisse admirer tous ces écrans remplis de couleurs, de points, de traits, de lignes. Ah ça, faut une sacrée formation pour comprendre comment tout ça fonctionne, hein. On est vraiment cerné par les ordis. Je profite d'être sur le pont principal pour vous montrer le design très rétro des chaises. Franchement, on retrouve bien le style de l'époque sans que ça fasse ringard pour autant. Indémodable donc.
Et l'on peut compter sur de nombreuses décorations pour assurer la finition de l'intérieur, comme par exemple ici avec les fameuses portes qui s'ouvrent dont je vous parlais, qui nous emmènent directement dans la coque secondaire, que l'on peut bien sûr ouvrir pour accéder à la salle des machines. Attention de ne pas faire n'importe quoi ici, il en va de la survie de notre équipage. Bon, c'est une salle des machines en apparence anodine, mais vous remarquez quand même au passage un bouton ainsi qu'une vis qui cache en fait le compartiment à piles. Mais ce n'est pas tout, puisque de l'autre côté de l'Enterprise, on découvre une trappe qui donne sur une prise USB-C, sur laquelle on peut bien évidemment brancher un chargeur afin d'alimenter le vaisseau sans avoir à user de piles. Et ça y est, le spectacle son et lumière peut commencer. Vous entendez, on retrouve tous les sons de l'époque, c'est trop bien. Et ce n'est pas tout, puisqu'en plus de cette ambiance sonore, on a donc des effets lumineux un peu partout sur le vaisseau. C'est parfait pour l'ambiance. On peut par exemple voir le devant des nacelles qui flamboie. C'est assez hypnotique, non? Je pourrais regarder ça pendant des heures. On a aussi le capteur sous la soucoupe qui brille d'une petite lueur blanche. Et dans la salle des machines, ça s'active aussi, déjà sur l'écran d'ordinateur à gauche, mais aussi et surtout autour du convertisseur de cristaux de dilithium qui permet d'utiliser leur énergie pour alimenter la distorsion. Autrement dit, c'est vital pour le vaisseau. La salle des commandes a elle aussi droit à ces petits effets visuels, notamment sur l'écran de contrôle. Cela ajoute clairement une véritable ambiance et nous replonge complètement dans l'atmosphère de la série originale Star Trek. C'est vraiment un gros plus, mais ce n'est même pas tout. On trouve en effet sous l'écran 3 boutons que je vous propose de tester. On va commencer par le bouton noir qui déclenche le tir de torpille. Et ça fait de l'effet en dessous. On est prêt à torpiller les Klingons là. Vous êtes prêts pour le deuxième bouton, c'est le bouton rouge. Bon, vous avez compris, c'est l'alarme avec les lumières rouges pour indiquer que ça va pas du tout. Et enfin, le troisième et dernier bouton, c'est le bouton bleu, celui qui lance la distorsion. On écoute et on regarde. Ah, c'est impressionnant, hein. On est complètement dedans là. On a fait un voyage dans les étoiles à une vitesse supraléminique. Ça fait quand même un petit quelque chose, je vous l'avoue. Direction maintenant la salle des machines où l'on va faire un test, retirer les cristaux de dilithium. Aïe, l'alarme retentit. On a peut-être fait une bêtise. Et oui, un vaisseau sans dilithium ne peut plus utiliser la distorsion et peut donc mettre des dizaines d'années, voire des centaines d'années avant de rentrer. En d'autres termes, il est très certainement condamné. Bref, regardons un peu ce convertisseur de cristaux de plus près pour comprendre comment ça marche. Vous remarquez que c'est ouvert à l'arrière, ce qui nous permet d'insérer ou de retirer le cristal avec un peu d'agilité, surtout avec des doigts d'adulte. En retirant le cristal, on débloque un bouton qui fonctionne à la pression. C'est une sorte d'interrupteur qui indique au vaisseau si la chambre est chargée ou non. C'est très simple, mais c'est ingénieux, parce que si on s'amuse à rebrancher sans aucun cristal dans le convertisseur, eh bien ça ne marche pas. Non, vraiment, ça ne peut pas marcher. Et puis je peux même essayer d'appuyer sur le bouton on-off si vous voulez. Vous voyez, je vous avais dit que ça n'allait pas marcher. Bon, pas la peine d'insister, quand ça veut pas, ça veut pas. Une seule solution dans ce cas, il suffit de remettre un cristal de dilithium, tout simplement. Attention à bien le placer, il faut que le bouton poussoir soit bien enfoncé pour que le vaisseau le détecte. On n'a plus qu'à remettre le convertisseur en place, et là... Eh bien c'est reparti pour un tour en compagnie du capitaine Kirk.
Allez, en parlant de Kirk, si on veut passer un peu plus de temps en sa compagnie avec le reste de l'équipage, on peut s'essayer à l'application mobile qui se connecte en Bluetooth avec le vaisseau. C'est beau la modernité quand même. Parmi les différents modes, on a un mode mission en réalité augmentée qui mélange donc des personnages et des effets numériques aux images bien réelles de notre vaisseau. Vous voyez, Kirk et Sulu apparaissent ici à l'image. Hélas, l'aventure proposée est vraiment très courte puisqu'elle n'est constituée que de quelques questions à choix multiples sur l'univers de Star Trek et d'un mini-jeu à faire 2 fois. Et c'est tout, une aventure bouclée bien trop vite puisqu'en 5 minutes, on a déjà fait le tour. A noter qu'il est également possible d'y jouer sans le mode réalité augmentée, si vous préférez vous y essayer tout en étant confortablement installé dans votre canapé. Autre mode, les commandes qui permettent d'activer les différents effets du vaisseau à distance grâce au Bluetooth. On retrouve donc en bleu les animations visuelles et sonores des 3 boutons, mais aussi en jaune absolument tous les effets sonores. Et enfin, en rouge, ce sont les effets visuels que l'on peut activer ou désactiver. A noter qu'il y a un emplacement pour le smartphone à la place de l'écran principal dans le vaisseau. Bon, ça ne sert pas à grand chose, mais ça me permet de vous montrer la dernière possibilité de l'appli, des petites anecdotes sur la série Star Trek en allemand ou en anglais, pas de français. Côté accessoires, on retrouve bien évidemment les pistolets laser ou phaser qui sont très utiles pour affronter nos ennemis les Klingons. Mais aussi ces drôles de petits objets qui ressemblent à nos vieux téléphones à clapper et pour cause, ce sont des communicateurs. Donc en gros, oui, ce sont des téléphones portables du futur, enfin du passé, enfin on se comprend. Et le machin au milieu avec un bout rouge, c'est l'hypospray, un outil médical du Dr McCoy, comme une seringue sans aiguille, c'est pratique. Mais ce que je préfère, ce sont les tribules, ces drôles de petites boules de fourrure qui ont la capacité de se reproduire aussi vite que la lumière. Non mais regardez, on est déjà en train de se faire envahir. Attention à ne pas être troublé par les tribules. Le plus drôle quand même, c'est que ces figurines de tribules n'ont pas été créées pour cette boîte. Non, non, il s'agit bel et bien d'une recoloration des pompons des Pom-Pom Girl Playmobil, comme celle que l'on peut voir dans la série 13 des figures. Et oui, c'est fou ça. En tout cas, pour célébrer cet objet de collection, Playmobil nous octroie également une petite plaque. Bon, elle est un peu simple et manque peut-être un chouïa d'informations, mais elle fait son petit effet. Je profite de cette vidéo pour vous faire une petite mise en garde tout de même. Si vous voulez déplacer votre vaisseau Enterprise sur son socle, surtout ne levez pas le vaisseau, vous allez le déboîter. En effet, il est juste posé sur le socle, pas encastré. Pensez plutôt à saisir le socle en faisant attention à bien tenir l'ensemble car le devant est beaucoup plus lourd. Et pour rester sur le socle, il fallait que je vous montre à quel point il est superbe. Regardez, c'est le symbole de Starfleet. Non, franchement, il est beau et en plus bien résistant. A noter que le set contient également 3 fils et une accroche qui permettent de suspendre le vaisseau au plafond. Et pourquoi pas, après tout. Sauf que pour ça, il faut retirer quelques éléments déjà installés, mais ce n'est vraiment pas facile du tout, surtout si comme moi vous aimez bien enfoncer jusqu'au bout. Et en plus, après, il faut glisser les fils, sauf que ceux-ci se tordent et vont pas forcément dans le bon sens, surtout qu'il faut aussi retirer cet autre machin sur le toit de la soucoupe, et moi j'y arrive pas du tout, et ça m'énerve, et comme je veux pas accrocher mon vaisseau à mon plafond, eh bien j'abandonne. Non. Ouf! Bon, malgré cette petite déconvenue, je trouve ce vaisseau vraiment très bien fait et j'ai été vraiment surpris du nombre d'effets sonores et visuels. Je trouve que l'hommage est vraiment parfaitement réussi et que la qualité de finition est top. Néanmoins, pour 499 €, le contenu en dehors du vaisseau me paraît quand même un peu radin. Je pense qu'on aurait vraiment pu avoir plus d'accessoires. Peut-être un Klingon ou deux, ou je ne sais quoi, mais quelques éléments qui auraient pu permettre de recréer des histoires. Et puis 499 € quand même. Est-ce que ce prix est vraiment raisonnable ? Je le trouve quand même un peu exagéré. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Comment trouvez-vous le vaisseau ? Que pensez-vous du casting ? Êtes-vous fan des tribules ? Qu'est-ce que vous dites du prix ? Et qu'est-ce que vous aimeriez voir comme prochain set Star Trek chez Playmobil ? Racontez-moi tout ça dans les commentaires et donnez un coup de pouce à ma chaîne en likant ma vidéo et en la partageant. Et si bien sûr ça vous a plu, pensez à vous abonner et à consulter tous mes unboxings comme par exemple ceux de Ghostbusters, Scooby-Doo ou Retour vers le futur. Merci à toutes et à tous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo Playmo.
Ciao! Bonjour les collectionneurs, aujourd'hui direction l'espace avec l'Oiseau de Proie, vaisseau spatial de l'Empire Klingon sorti chez Playmobil en 2022, référence 71089 de la collection Star Trek. C'est parti pour l'assemblage. La saga Star Trek continue donc chez Playmobil avec ce deuxième vaisseau spatial, un an après l'USS Enterprise NCC 1701. Et cette fois-ci, on va du côté des méchants Klingons avec un terrible vaisseau de combat. L'Enterprise était vraiment énormissime et prenait beaucoup de place, mais même si l'Oiseau de Proie est plus petit, il reste quand même encombrant, et vu son prix, c'est-à-dire environ 250 €, on se doute qu'il vise un public bien spécifique de collectionneurs adultes. Il y a en effet toutes les chances que ce modèle finisse en exposition sur l'étagère d'un fan de Star Trek, plutôt que dans le coffre à jouets d'un petit féru de Playmobil. Première galère de l'assemblage, les stickers. Oui, Playmobil a plutôt bien décoré le vaisseau avec des imprimés directement posés dessus, mais il reste des autocollants à placer et dans des endroits pas très simples d'accès. C'était vraiment compliqué de bien les aligner. Heureusement, le passage de l'électronique se fait un peu plus facilement. Électronique car oui, comme l'Enterprise, l'Oiseau de Proie est doté d'effets lumineux et sonores que vous pourrez découvrir plus tard dans l'unboxing. Bon, on arrive à la deuxième galère de l'assemblage, ou plutôt devrais-je dire le vrai cauchemar. Les ailes sont simples à assembler, pour ça il n'y a aucun problème, mais alors, pour pouvoir les accrocher au corps du vaisseau, c'est une terrible épreuve olympique. J'ai réussi avec la première aile, mais j'ai carrément dû déclarer forfait avec la deuxième au bout de je ne sais pas combien de minutes d'essai. Résultat, j'ai dû fignoler hors caméra. Ouf, j'ai quand même réussi à assembler tout ça, et voici donc le résultat final, qui est tout de même impressionnant et qui s'éloigne significativement de la production Playmobil habituelle, tout comme l'Enterprise à sa sortie. Je ne suis pas du tout un bon connaisseur de la série Star Trek, mais ça me paraît tout de même très fidèle. Est-ce qu'il y a des Trekkies dans la salle ? Qu'en pensez-vous de cet oiseau de proie ? On va justement commencer par détailler le vaisseau sous tous les angles, et puisqu'on parle de détails, il faut dire qu'il est justement assez bien conçu, avec différents effets de relief et de couleurs. Et comme vous le voyez, cet oiseau-là, c'est une sacrée grosse bête. Regardez le sens de la finition avec la cabine avant par exemple, l'espèce de gros tuyau rouge, la texture du toit, les différents trucs et bidules qui dépassent, les effets de peinture. On retrouve le même soin sur l'ensemble de l'appareil et je dois dire que c'est plutôt convaincant et moins lisse que le gris très neutre de l'Enterprise. Même le dessous des ailes est décoré avec justement un motif d'aile rouge. Et oui, ce n'est pas l'Oiseau de Proie pour rien. Au-dessus, on remarque au bout de chaque aile de terribles canons qui peuvent réellement tirer une pression sur la gâchette et ça décolle aussitôt. Je vous le refais parce que ça va très vite. Attention, pan! Gare aux autres vaisseaux. Toujours à propos des ailes, il est possible de modifier leur angle selon 3 inclinaisons différentes, ce qui vous permet également de réduire l'ampleur du vaisseau si besoin. Si vous manquez de place chez vous, vous pouvez le rabattre un peu plus. À l'arrière, on remarque ce drôle de compartiment rouge. Après avoir fait glisser la sécurité, il est possible de le faire sortir. Il s'agit tout simplement du compartiment à piles. Un coup de tournevis, on met 3 piles et voilà, l'oiseau de proie est prêt à révéler ses interactions. N'oubliez quand même pas de remettre la sécurité pour bien fixer le compartiment. Mais comme l'Enterprise, il y a également un clapet sous le vaisseau afin de brancher un câble USB-C. Comme cela, pas besoin de piles pour faire fonctionner l'engin. Bon, après, pas toujours évident de le brancher à l'envers. Et voilà, c'est parti. Une fois branché, le vaisseau nous accueille avec quelques sons d'ambiance. Allez, c'est le moment de tester le premier bouton, le bouton noir, la mise à feu. Et là, ce qui se passe, c'est à l'avant, le canon se prépare et tire. Deuxième bouton, le bouton vert. Assez étrangement, c'est le bouton on-off. Pourquoi est-il deuxième ? Pourquoi est-il aligné avec les autres ? Autant de questions dont je n'ai pas les réponses. Du coup, je vous propose de vous intéresser au troisième bouton. Le bouton azur, c'est le bouton de propulsion. Et voilà, le vaisseau s'est propulsé. Et il nous reste à découvrir le quatrième et dernier bouton, le bouton gris pour une phrase aléatoire de Klingon.
ce n'est pas tout pour les effets spéciaux. On en découvre aussi dans la cabine. On va retirer le toit pour voir tout ça de plus près. Déjà, ce que vous pouvez faire, c'est bouger votre pilote Klingon s'il n'est pas assez proche de l'écran. L'écran s'illumine, mais surtout il s'anime en fonction de celui que vous placez. Il y a 4 écrans différents. Testons le premier. Voici un combat contre l'USS Grissom. Changeons d'écran et essayons maintenant la rencontre avec l'USS Enterprise. Si l'interaction ne se lance pas seule, il suffit d'appuyer sur l'écran. A noter qu'avec ces 2 premiers écrans, l'avant du vaisseau Klingon tire. Et là, sans faire exprès, j'ai relancé la séquence. Bref, passons au troisième, c'est le Capitaine Kirk. Encore une fois, je relance la séquence en voulant retirer l'écran. Pas grave. Quatrième et dernier écran, c'est Genesis. Et voilà, après tout cela, on a fait le tour de ce beau vaisseau et on va pouvoir le laisser décoller vers de nouvelles aventures. On peut le retirer de son support en faisant attention à bien le porter, car il pèse son poids quand même le bonhomme. En le retournant, on remarque 2 trous conçus pour insérer les supports de la même manière que sur l'Enterprise. Le set comprend 2 éléments qui permettent de cacher ces trous pour un meilleur rendu, ce qui est tout de même plus appréciable si on souhaite l'accrocher. Pour cela, on utilise les câbles de fixation prévus à cet effet, ainsi que l'anneau en forme de symbole Klingon. On a le sens du détail, je vous le dis. Bon, maintenant que l'oiseau de proie a décollé, je vous propose de découvrir le morceau de décor qui sert de base. Franchement, c'est une super idée d'avoir fait ça. Et la forme, d'ailleurs, vous la reconnaissez? Bon, sinon, entre les arbres calcinés, les flammes et les rivières de lave, je comprends un peu mieux pourquoi les Klingons sont aussi énervés, hein. Si c'est comme ça chez eux, il y a en effet de quoi déprimer. A noter qu'il y a des sortes de cailloux un peu partout sur la base qui permettent en réalité de faire tenir des clickies. On peut les caler grâce à leurs pieds et comme ça, on est sûr que nos figurines ne tomberont pas. Autre idée intéressante, il y a sous ce rocher une cachette permettant de ranger les 3 écrans inutilisés de l'oiseau de proie. Cela évite de les laisser traîner. Ça c'est vraiment pratique et bien pensé. Merci. Je vous parlais des personnages il y a quelques secondes, voici donc les 6 personnages disponibles dans ce set. Tout d'abord, les gentils, on a une nouvelle version de Kirk et Spock par rapport au set de l'Enterprise. Le style est inspiré du film Star Trek 3 à la recherche de Spock. Kirk tient ce drôle d'objet, je ne sais pas ce que c'est, donc si un trait qui passe par là, je veux bien quelques explications. Quant à Spock, je suis toujours aussi fan de ses oreilles pointues. On a ensuite 4 Klingons reconnaissables à leur drôle de front. Parmi eux se trouve le commandant Krug, reconnaissable à l'or de son costume, ainsi que Maltz, de quoi créer plein d'histoires. Et voilà pour cette découverte de l'oiseau de proie de Star Trek version Playmobil. Un bel engin, c'est certain, mais proposé à un prix tout de même très élevé et qui laisse à désirer au niveau de l'assemblage. La finition est tout de même réussie et l'électronique fait son petit effet les premières fois. Cela complète très bien l'Enterprise, donc à vous de recréer des batailles spatiales incroyables. Qu'en pensez-vous de votre côté? Je vous invite à me laisser votre avis dans les commentaires et n'oubliez pas d'aller voir mes autres vidéos d'unboxing comme l'Enterprise ou les gammes Playmobil de l'espace. Comme toujours, toutes les infos importantes sont dans la description juste en dessous de la vidéo. Je vous invite à liker, commenter, partager et vous abonner ici et sur TikTok. A très bientôt avec de nouveaux Playmo. Ciao!